Salut à tous, c'est Florian du site IT Connect. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo depuis la grande rentrée 2021, on va dire. Alors j'espère que vous êtes bien reposés, que vous avez passé de bonnes vacances, puisque je vais commencer à republier un certain nombre de vidéos sur différents sujets, mais toujours en lien avec l'administration système et réseau et la sécurité, bien entendu. Alors pour cette première vidéo et à l'occasion de la rentrée, je vais vous parler du protocole SMB. Donc c'est un protocole qui est vraiment indispensable et que l'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Donc tout d'abord sur la partie théorique, je vais vous expliquer ce qu'est le protocole SMB, à quoi ça sert et un petit peu les différentes versions. Et ensuite il y aura une phase de démonstration où l'on va voir dans la pratique ce que ça peut donner avec un exemple tout simple. Et on finira, pour ceux qui veulent, avec une petite analyse de trame pour voir ce qui se passe lorsque deux machines communiquent via le protocole SMB. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube IT Connect sans plus attendre. Et dès que c'est fait, eh bien c'est parti, vous pouvez suivre la suite de la vidéo. Alors commençons par le commencement. Qu'est-ce que le protocole SMB ? Alors le protocole SMB, déjà ça signifie serveur message block. C'est un protocole de type client-serveur qui est relativement ancien, comme on va le voir après, et qui permet d'accéder à des ressources via le réseau, donc particulièrement l'accès à des fichiers, à des dossiers. Donc il est implémenté dans Windows depuis de nombreuses versions, mais il est également disponible sous Linux par l'intermédiaire d'une implémentation qui s'appelle Samba. Donc concrètement avec le protocole SMB, on va pouvoir faire du partage de fichiers. Vous imaginez un serveur de fichiers sous Windows ou éventuellement sous Linux. Vous stockez vos fichiers, vous créez des partages et depuis une autre machine, vous allez venir accéder à ces fichiers pour les ouvrir, pour les modifier ou pour les télécharger. Donc tout ce processus de transfert de fichiers et de communication sera effectué au travers du protocole SMB. Donc c'est également un protocole qui est utilisé par les lecteurs réseau. Lorsque sur une machine Windows, vous allez venir connecter un lecteur réseau vers votre serveur de fichiers ou vers votre NAS, puisque effectivement les NAS que l'on connaît tous, Synology, Asustor, QNAP, TerraMaster ou même des distributions open source comme FreeNAS, TrueNAS ou OpenMediaVault intègrent le support du SMB, notamment parce qu'ils sont basés sur Linux, donc il y a les paquets nécessaires pour implémenter le SMB, malgré que ce soit aujourd'hui un protocole propriétaire de Microsoft. Intéressons-nous maintenant aux différentes versions du protocole SMB et déjà on va faire un petit historique pour parler des différentes versions. Alors le protocole SMB, il a été créé par IBM en 1985, vous voyez c'est pas un protocole récent, et il a été intégré à Windows pour la première fois à l'occasion de la sortie de Windows NT 4.0. Donc à cette époque-là, il n'a pas été intégré dans Windows avec le nom SMB, mais avec le nom de CIFS. Alors pourquoi vous parlez de CIFS si c'était à l'époque de Windows NT 4 ? Eh bien parce qu'il y a encore aujourd'hui des systèmes dans lesquels vous pouvez retrouver cette mention CIFS à la place du SMB ou alors parfois CIFS/SMB. Donc comme ça il faut bien comprendre que c'est la même chose, c'est seulement une histoire de nom, une histoire de version. Mais en tout cas, les deux peuvent être utilisés, même s'il faudra aujourd'hui préférer le SMB, qui est le nom officiel. Donc ensuite, on a eu la sortie de Windows 2000, et c'est à cette occasion que Microsoft a utilisé pour la première fois le nom SMB pour intégrer ce protocole à son système. Puis ensuite, le protocole a évolué au fil des versions de Windows, et aujourd'hui, on est en version 3.1.1 depuis Windows 10 et Windows Server 2016. Et même au sein de Windows 11 et des dernières versions de Windows Server, c'est toujours cette version-là qui est aboutie et qui est utilisée. Donc
Au fur et à mesure, Microsoft a introduit de nouvelles fonctionnalités, notamment pour renforcer la sécurité avec toute la partie chiffrement, mais aussi pour optimiser les transferts de données grâce notamment à de la compression. On retrouve aussi des fonctionnalités un peu particulières comme le SMB Direct ou le SMB Multi-Channel qui là sont plutôt destinés à une utilisation avec Windows Server. Alors nous pouvons voir sur le tableau à l'écran que entre Windows 8.1, Windows 10, Windows XP, Windows Vista, les versions de SMB ne sont pas les mêmes versions n'ont pas été implémentées. Alors du coup on peut se demander comment ça se passe au niveau de la compatibilité SMB pour négocier les connexions client-serveur lorsqu'on a d'un côté une machine en Windows 7 par exemple et de l'autre un serveur sous Windows Server 2019 puisqu'on n'a pas du tout la même version de SMB. Donc on peut se demander est-ce qu'une machine avec la version 2 peut communiquer avec une machine qui est équipée de la version 3 du protocole SMB. Alors la réponse est oui, puisqu'en fait lors de la négociation il y a un dialecte du protocole SMB qui sera défini, un dialecte commun, et donc ça va permettre aux deux machines de communiquer entre elles. Alors tout cela n'est pas si facile puisque dans certains cas on peut avoir des difficultés, mais ça je vais y revenir juste après au moment d'évoquer SMB V1, le fameux SMB V1 qui vous allez voir n'est pas une version très appréciable. Avant cela, j'attire votre attention sur le tableau à l'écran qui vous donne la compatibilité entre les différents systèmes. Par exemple, si l'on prend une machine Windows 10 et qu'elle communique avec un serveur en Windows Server 2008, eh bien le dialecte sélectionné sera SMB en version 2.0.2. Donc tout ça pour dire que la communication est possible, mais qu'on va utiliser finalement la version la plus basse et non pas la plus haute, ce qui est un petit peu logique, mais je tenais à le préciser. Passons maintenant au méchant, le grand méchant SMB V1, qui est une version vulnérable et à éviter. Alors le protocole SMB en version 1, il ne doit pas être utilisé, enfin en tout cas si possible, il ne doit pas être utilisé parce qu'il contient des failles de sécurité. C'est un protocole, enfin une version qui n'est plus maintenue par Microsoft aujourd'hui, et il y a une faille qui a beaucoup fait parler d'elle en 2017, c'est la faille Eternal Blue, donc qui a été associée notamment aux attaques avec les ransomware WannaCry et Petya, donc qui ont affecté des centaines de millions d'ordinateurs à travers le monde. Alors en fait, cette faille a permis au ransomware de se propager sur un réseau grâce au protocole SMB-V1 qui était actif, en tout cas par défaut, sur un certain nombre de machines, puisque sur Windows, le protocole SMB-V1 est actif par défaut, et donc les ransomware ont pu exploiter cette faille de sécurité et aussi le fait que le protocole en V1 soit actif par défaut sur Windows pour se propager et pour infecter un maximum de machines qui ont été chiffrées au fur et à mesure. Donc vous imaginez un petit peu les dégâts. C'est pour cette raison que Microsoft a pris la décision de désactiver par défaut le SMB V1 au sein de Windows, depuis Windows 10 en version 17.09 et depuis Windows Server en version 17.09 également. Alors il est possible de réactiver manuellement le SMB V1 sur certaines machines en cas de besoin. Alors on peut se demander pourquoi réactiver le SMB V1 si j'ai des serveurs qui sont avec une version de SMB V2 ou SMB V3 et des postes clients pareil. Eh bien, si vous avez un serveur de fichiers mais que sur votre réseau vous avez une machine en Windows XP qui ne supporte que le SMB V1 ou alors un copieur qui fait du scan vers un partage et qui est un petit peu ancien et qui supporte lui aussi que le SMB V1, vous pouvez être contraint de réactiver le support du SMB V1 sur votre serveur pour pouvoir permettre cette connexion. Alors bien sûr ce n'est pas du tout recommandé puisqu'on va plutôt chercher à réduire la surface d'attaque en désactivant le SMB V1 sur les autres où il est activé actuellement et en le laissant désactiver sur les machines récentes où il est déjà désactivé par défaut. Concrètement, voilà, c'est une porte d'entrée et il vaut mieux éviter de la laisser accessible. Alors pour finir au sujet de SMB V1, deux petites précisions. Déjà, la faille Eternal Blue a été patchée par Microsoft
pas très longtemps après qu'elle soit divulguée. Et puis il faut savoir que sur son site, Microsoft précise comment désactiver le protocole SMB-V1 sur les différents systèmes d'exploitation, et cela peut se faire notamment à l'aide de PowerShell. Alors intéressons-nous maintenant aux différents ports utilisés par le protocole SMB. Alors lorsqu'on vous parle de SMB, il y a deux ports qui ressortent. Il y a le port 445 et le port 139. Alors concrètement, le port 139, il était utilisé historiquement avec le SMB ou le CIFS avec Windows NT4, notamment parce qu'il y avait une communication qui était établie via NetBIOS. Mais ça, c'est un petit peu de l'histoire ancienne, même si je tenais à vous le préciser parce qu'on peut encore rencontrer l'utilisation de ce port, donc il vaut mieux en avoir conscience. Aujourd'hui et depuis Windows 2000, le port par défaut, le port de base, c'est le port 445 en TCP qui est utilisé sur Windows pour les communications SMB. Voilà, entre un serveur de fichiers et une machine cliente par exemple, ça va causer sur le port 445 au niveau du serveur, ça sera sur ce port qu'il sera en écoute. Bon, j'ai assez parlé, on va passer maintenant à la phase de démonstration où nous allons avoir besoin de deux machines. Pour ma part, ce sera une machine Windows Server et un poste client Windows 11, tant qu'à faire, autant prendre ce qu'il y a de plus récent pour faire cette petite démonstration où l'objectif c'est de créer un partage sur la machine Windows Server et d'y accéder à partir de la machine Windows 11 et de voir un petit peu comment ça se passe, comment manipuler son premier partage de fichiers en SMB. Me voilà connecté sur la machine Windows Server, donc un Windows Server 2019. Je vais ouvrir l'explorateur dans lequel j'ai mon dossier partage qui contient un seul fichier, comme on peut le voir ici. L'idée c'est de créer un partage pour que ce dossier-là soit accessible via le réseau aux autres machines de mon domaine Active Directory. Donc il faut avoir en tête que par défaut, quand on fait du partage de fichiers sous Windows, on utilise le protocole SMB qui est implémenté dans le système, comme je vous le dis depuis le début. Alors pour créer un partage, on va faire un clic droit sur le dossier, on va cliquer sur Propriétés. Alors là, je le fais avec la méthode classique qui fonctionne aussi sur les versions clientes de Windows. Mais il faut savoir qu'à Windows Server, il y a également un assistant qui permet de créer des partages en mode avancé avec quelques options supplémentaires accessibles directement avec le gestionnaire de serveur. Mais pour faire un partage tout simple, cette manière-là fonctionne très bien. Donc on va aller dans l'onglet Partage. Ici, on va cliquer sur Partage avancé. On va cocher l'option Partager ce dossier. Et là, on va donner le nom que l'on veut à notre partage. Donc ce nom-là peut être totalement différent du nom du dossier d'origine. Donc je vais laisser pour ma part Partage. Et il faut savoir que si je crée le partage de cette façon, il sera visible sur le réseau. C'est-à-dire que si une machine qui a les droits, bien sûr, vient interroger mon serveur, il va pouvoir lister les partages et donc le partage qui se nomme partage va apparaître dans la liste. Par contre, si je veux le masquer, c'est-à-dire qu'il faudra connaître le nom du partage pour y accéder, dans ce cas-là, il faut tout simplement ajouter un $, à la fin du nom. Donc voilà, c'est une petite astuce à connaître. Mais en gros, pour masquer un partage, on ajoute $, à la fin du nom. Donc je vais le laisser visible pour ma part. Ensuite, on va aller dans la partie autorisation, où là on peut voir que tout le monde est inscrit avec les droits en lecture. Donc c'est la configuration par défaut. Mais tout ça ne veut pas dire que n'importe qui peut accéder à mon partage. Puisqu'il y a bien deux niveaux de droits. Il y a les droits au niveau du partage, donc on peut le voir ici. Et nous avons les droits au niveau du système de fichiers. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Si vous avez les droits au niveau du système de fichiers, mais que vous n'avez pas les droits pour accéder au partage, ça ne fonctionnera pas, et inversement. Donc on va dire que ici on va donner les droits à tout le monde en modification, comme ceci. On va valider en cliquant sur OK. Et là on peut voir que l'on a le chemin vers mon partage qui s'affiche. Donc là le chemin qui est ici, on appelle ça un chemin UNC. Donc ça commence par deux anti-slash, le nom du serveur ou le nom de la racine DFS quand on fait du DFS, anti-slash, le nom du partage et éventuellement derrière anti-slash,
un dossier, anti-slash, un fichier. On peut vraiment mettre un chemin complet en format UNC vers un dossier ou vers un fichier. Ensuite, au niveau de l'onglet sécurité, là on a les droits au niveau du système de fichiers. Et on peut voir que c'est déjà plus restrictif que les droits du partage. Donc finalement, si je mets tout le monde au niveau du partage, je vais gérer les droits d'un point de vue finement au niveau de l'onglet sécurité et donc du système de fichiers. Donc on peut voir ici que mon groupe administrateur au niveau du domaine a les droits en contrôle total sur ce partage, mais par contre ça sera bridé par le droit modifier ou lecture sur tout le monde au niveau de mon partage. Alors je vais laisser comme ça, mais on pourrait cliquer sur modifier, ajouter et ajouter des droits pour un ou plusieurs utilisateurs, voire même plutôt un groupe si l'on veut respecter les bonnes pratiques. Donc là j'ai créé mon partage, vous voyez c'est très simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais basculer sur la machine Windows 10, je vais ouvrir l'explorateur de fichiers et je vais accéder à mon partage. Alors pour accéder au partage, il y a plusieurs manières de faire. On va venir ici faire anti-slash et on va mettre le nom du serveur. Donc adds01, serveur-adds01, on va mettre le nom de domaine. C'est préférable d'utiliser les noms DNS. Anti-slash et là on met partage. Et là on peut voir que j'accède bien à mon partage qui est sur le serveur à partir de mon poste client. Alors maintenant je vais attirer votre attention au niveau de la console PowerShell, puisque là on a établi une connexion mais on ne sait pas vraiment, enfin on se doute que c'est avec SMB mais on ne sait pas avec quelle version de SMB. Alors ce qu'on va faire tout simplement c'est la commande get-smb connection. Et si on exécute cette commande là, on peut voir qu'il me liste deux connexions. Donc visiblement je suis connecté au serveur SRV-ADDS01 sur le partage netlogon avec le compte administrateur du domaine, ce qui est logique puisque c'est un domaine Active Directory, donc la machine a besoin d'accéder à netlogon pour télécharger les scripts de connexion notamment. Et ici j'ai bien ma ligne, une ligne qui correspond au partage nommé partage. Et là on a une colonne intéressante, c'est la colonne dialecte. Et là j'ai 3.1.1. Et bien ça concrètement, ça correspond à la version du protocole SMB qui est utilisée par la connexion que je viens de monter juste ici dans l'explorateur entre ma machine Windows 11 et mon serveur Windows Server. Donc on peut voir que ça communique bien en SMB 3.1.1 qui est la version la plus récente, ce qui est logique compte tenu des versions implémentées dans ces deux systèmes d'exploitation. Donc voilà une petite commande relativement pratique et en tout cas à connaître pour en savoir un petit peu plus sur les différentes sur les connexions qui sont montées et qui sont actives. Alors avant de passer à la suite, je vais vous montrer une petite astuce qui permet de connaître la version de SMB de sa maximale de sa propre machine sans pour autant avoir deux machines et devoir établir une connexion comme nous l'avons fait précédemment. En fait, sur la machine Windows 11, on va faire un getChildItem ou un dir, qui est l'alias de cette commande, et on va venir faire un anti-slash, donc on va faire un chemin UNC, localhost, donc la machine locale, C$, qui est un partage administratif. Donc là, on peut voir que je viens de lister le contenu de mon dossier C2. En fait, la machine s'interroge elle-même via la boucle locale, et donc l'adresse localhost. Et si maintenant je fais un get SMB connection comme tout à l'heure pour lister les connexions SMB actives, on peut voir que ici que j'ai une ligne supplémentaire serveur localhost, le nom du partage donc C$, et ici j'ai la version SMB utilisée. Donc on peut voir que la machine a négocié une connexion SMB avec elle-même et que ça me donne la version de SMB de ma machine finalement. Donc c'est une petite astuce à connaître et que je souhaitais partager avec vous à l'occasion de ce tutoriel vidéo. Alors maintenant nous allons passer à la suite avec une analyse de paquets réseau toute simple avec Packet Monitor, simplement pour vous montrer que la communication est bien effectuée avec le port 445 comme je l'évoquais tout à l'heure. Alors au niveau de la machine Windows 11, ce qu'on va faire, c'est on va créer déjà deux filtres au niveau de Packet Monitor, donc qui s'utilise avec la commande pkt-mon, et on va faire un filter add-p 445 pour filtrer sur le port 445 mais également
sur le port 139 au cas où si on aurait quelques paquets sur ce port-là, mais normalement non. On va faire un filter list. On voit bien qu'ici j'ai deux filtres de paquets, donc sur deux ports différents. Et je vais démarrer une capture en temps réel, donc avec cette commande qui va me permettre de voir ce qui se passe au niveau de ma machine, tous les paquets qui concernent les ports 445 et 139. Donc là je vais retourner sur mon partage et je vais ouvrir le fichier qui est dessus. Et là on peut voir que derrière ça déroule sérieusement. Alors on va regarder un petit peu ce qui se passe. J'ai arrêté la capture. Et donc là on peut voir différentes communications. Et on peut notamment voir ici une communication entre l'IP 192.168.100.102 et le 100.11. Le 100.11 étant mon serveur et le 100.102 la machine Windows 11. Et on peut voir ici la présence de 445. Donc c'est bien le port 445. Et la machine, c'est normal, elle a pris un port aléatoire pour établir la communication de son côté. Mais lui, mon serveur SMB, il est bien en écoute sur le port 445 et on peut voir que les échanges, même sur le retour, donc du serveur vers le client, lui le serveur utilise bien 445 à chaque fois. Donc là on ne voit pas bien sûr le contenu de la communication, mais on peut voir qu'ils se sont échangés un certain nombre de paquets à partir du moment où j'ai voulu ouvrir le fichier pour me permettre justement d'accéder à ce fichier via le protocole SMB. Et on voit qu'il n'y a pas du tout de flux au niveau du port 139. D'ailleurs, pour s'en assurer, alors ce qu'on peut faire, c'est supprimer tous les filtres. Donc on va faire un pktmon filter remove. On va recréer tout simplement le filtre sur le port 139. Si je liste mes filtres, j'en ai bien un seul. Et là, je vais relancer une commande en temps réel, une capture en temps réel comme tout à l'heure. Et je vais retourner dans mon partage. Je vais ouvrir de nouveau le fichier. Voilà, je vais même l'enregistrer, je vais le fermer. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai ouvert le fichier comme tout à l'heure, mais derrière, il ne se passe rien. Bon, ce qui prouve bien que pour la communication SMB, voilà, entre des machines récentes qui implémentent les versions récentes du protocole SMB, comme je vous l'ai dit, depuis Windows 2000, c'est le port 445. Eh bien on peut voir que il ne se passe rien, il n'y a aucun paquet sur le port 139 qui a été échangé entre mes deux machines, malgré que la connexion SMB soit active et qu'il y ait du mouvement. Donc voilà, je voulais vous montrer au travers de cette petite capture avec pktmon, donc qui est intégré à Windows, que l'on pouvait vérifier ce que je vous ai dit précédemment. Et bien écoutez, c'est l'heure de se quitter. Ce tutoriel d'introduction au protocole SMB que j'ai tout simplement intitulé le protocole SMB pour les débutants touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker la vidéo si vous aimez et puis à laisser un petit commentaire. Et en tout cas, on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. Si vous avez des idées, n'hésitez pas également à laisser en commentaire. Ciao!